Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi j'ai chaud, ça se voit, je suis luisante. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Je viens de faire la vidéo, je me suis pris un 4 sur la tête. Donc je pense que je vais être très brève pour cette petite introduction. Toute petite parce qu'aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais parler, c'est Charlotte. C'est une personne qui m'a envoyé ses vocaux pour me parler de son histoire et pour vous la partager à vous. Donc n'hésitez pas de commenter avec amour et bienveillance bien sûr. Je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que tout le monde va bien et puis très vite pour le prochain podcast. Des bisous. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré mon conjoint très tôt. On sortait tout juste de l'enfance. Enfin, on était encore dedans puisque c'est à l'âge de 15 ans que l'on est tombé amoureux. Et c'est vrai que même pendant notre adolescence, j'avais cette envie, mais viscérale, d'avoir un bébé. Donc, fort heureusement, j'ai été raisonnable d'attendre qu'on ait une situation stable professionnellement et dans notre vie privée. Et donc à 21 ans, je suis tombée enceinte de manière naturelle et très rapidement. Ça a été une grossesse, maintenant que je me reprojette au premier trimestre, très stressante. Je pense comme beaucoup de futures mamans, la peur de perdre son bébé, quelque chose de voilà d'inconscient, même si on n'a jamais vécu de grossesse auparavant, on a cette peur viscérale de perdre son bébé. Et moi j'avais cette sensation que mon ventre n'allait jamais grossir. Alors je ne saurais toujours pas l'expliquer au jour d'aujourd'hui. Mais j'avais le sentiment que, je sais pas, mon ventre n'allait pas grossir ou que je n'allais pas aller au bout des 9 mois de grossesse. Et donc pendant ces 9 mois, j'ai eu certes une préparation à l'accouchement, mais qui ne m'a pas convenu, parce que déjà je ne suis pas tombée sur la bonne personne, qui manquait de bienveillance, de douceur, d'écoute, d'empathie. Enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le percevais, et c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et donc j'ai pas eu la sensation de vraiment me préparer psychologiquement à accoucher. Ce qui pour moi avec le recul est nécessaire et très important de se mettre dans des bonnes conditions psychologiques quoi. Et donc pour le coup, ma première fille s'est manifestée 3 jours après le terme, où là j'ai perdu les os et le travail stagnait complètement et le gynécologue en pleine nuit a décidé de faire une césarienne d'urgence. Pour qui, pourquoi? Il n'y avait aucune raison médicale, que ce soit pour moi ou pour mon bébé, rien ne justifiait cette césarienne, si ce n'est peut-être, je sais pas, le manque de temps par le gynécologue et il fallait que ça aille vite. Très honnêtement, 9 ans après, je ne sais toujours pas et qu'importe. L'histoire devait se dérouler comme ça. Donc c'est une césarienne d'urgence que j'ai extrêmement mal vécue. Déjà que j'avais la peur des hôpitaux, j'étais pas très à l'aise dans ce milieu médical. Rien que l'odeur, enfin voilà, tout cet environnement-là, je sais pas, il y avait quelque chose qui me freinait. Et donc là, quand on t'annonce qu'on t'emmène au bloc, qu'on va te faire une césarienne et qu'on te dit que ton mari peut pas t'accompagner, qu'il sera dans une petite pièce à côté où il pourra te regarder par une petite fenêtre qui fait 30 cm par 20, je trouve qu'il n'y a rien de plus inhumain en fait. Ce bébé-là, on l'avait fait à deux, on avait envie de l'accueillir à deux, main dans la main. Je peux comprendre que voilà, certains médecins préfèrent qu'il n'y ait pas le conjoint dans la salle d'accouchement, enfin au bloc opératoire. Mais très honnêtement, pour la maman, psychologiquement et même pour le bébé, enfin pour le papa, c'est nécessaire qu'on soit tous ensemble, quoi. Donc voilà, cet acte chirurgical-là, moi, a été vécu d'une violence psychologique et émotionnellement. Ça a été vraiment très compliqué. J'avais personne pour me rassurer, ni infirmière, ni anesthésiste. Enfin, c'était... Voilà, t'es les bras en croix. Déjà, rien que ce symbole-là, c'est voilà, c'est dingue. Et puis, on t'ouvre le ventre, on t'enlève ton bébé, on prend même pas le temps de te le présenter parce que suspicion qu'il ait avalé du liquide amniotique. Donc, on te l'emmène, on te le ramène. Enfin, toi, t'es complètement shooté et anesthésié par ce que tu viens de vivre. Et en fait, je suis pas devenue maman à ce moment-là, très clairement. Parce que mon bébé, il n'avait pas décidé de venir naturellement. Et ouais, ça a été très compliqué. Et ça, j'ai mis des années vraiment à le digérer.
sa naissance. Donc c'est une petite fille, Rose, qui est née le 31 août 2014. Et donc le 1er septembre, on a la visite du pédiatre pour vérifier si bébé va bien. Voilà, c'est l'auscultation. Et là, à ce moment-là, moi je suis assise sur le lit, tant bien que mal, avec ma césarienne, mon conjoint est à côté et on voit le pédiatre qui est très sérieux dans son auscultation et qui insiste vraiment, tu vois, au niveau de son abdomen. Et moi j'ai une intuition pas cool du tout. Une intuition qui me fait dire qu'il y a quelque chose et je lui pose la question, il me dit que oui. Il sent comme une grosseur au niveau de la rate, du rein. Il sait pas trop en fait nous dire ce que c'est exactement, qu'il faut passer une échographie pour vérifier ce que c'est. Et puis qu'en parallèle on met en place prise de sang, enfin la totale. Et donc en fait tout va s'enchaîner dans la journée. Moi très clairement j'ai plus la notion du temps. C'est mon mari qui va descendre faire une échographie avec Rose. Moi je reste alitée. Et en revenant, mon mari fait une tête, voilà. J'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave, quoi. Il me dit, bah écoute Charlotte, on a vu une énorme boule noire sur l'écran. L'échographe, il était horrifié, il avait jamais vu ça. Et, euh, et là, il y a tout qui te passe par la tête. Il y a tout qui te passe par la tête, toutes les émotions, et puis tout va s'enchaîner. Je sais pas, peut-être une demi-heure ou une heure après, le pédiatre rentre dans la chambre et il nous dit très clairement que il n'a pas une bonne nouvelle. Et là, il est au pied du lit. Et il me regarde, il me dit, votre fille a une tumeur maligne sur le rein. Et donc là, moi, mon cerveau, il comprend tout de suite ce que ça veut dire une tumeur maligne. Mais je lui repose la question, je lui dis, c'est cancéreux. Il me dit, oui, c'est une tumeur cancéreuse, c'est un cancer. C'est un neuroblastome surrénalien. Et là, très honnêtement, je crois que mes premières pensées, ça a été de me dire, on va perdre notre bébé. Notre bébé va mourir. Voilà, ça a été très clairement ce à quoi j'ai pensé. Et puis je crois qu'émotionnellement, il n'y a aucun mot pour définir ce que l'on a ressenti. C'était tellement transcendant, j'avais l'impression je sais pas, pour définir ce qu'on a vécu. Et donc faut pas oublier qu'à ce moment-là, moi j'ai 22 ans. Je suis une jeune adulte. C'est mon premier bébé. J'ai déjà pas été super bien préparée à la naissance de mon enfant. Donc là, me l'approprier, ça va être d'autant plus difficile. Après, il y a quelque chose d'animal et d'instinctif qui va venir, c'est l'allaitement, que je n'avais pas décidé de mettre en place et, euh, et que j'ai fait complètement instinctivement. Ça s'est super bien passé. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui m'a beaucoup aidée. Autant à moi, autant pour moi que pour elle. Et puis après, ça en est suivi plusieurs jours d'examen, plusieurs semaines d'examen, et puis tout s'est enchaîné très très vite puisque Rose a eu de la chimiothérapie lorsqu'elle avait 1 mois de vie, puis à 2 mois de vie, et elle s'est fait opérer à l'âge de 6 mois. Donc c'est vrai que pendant ces 6 mois-là, on vit autour de la maladie, mais on arrive quand même à reprendre une vie, j'aime pas ce mot, mais normale, parce qu'on est tous les trois, on a cette chance de pouvoir être ensemble, que Rose ne nous manifeste pas sa souffrance, qu'elle s'éveille comme un bébé en bonne santé. Et donc ça nous maintient dans la vie. Et les examens sont assez rassurants parce qu'elle ne fait pas partie des cas de cancer agressif. Donc voilà, on avait beaucoup d'espoir et l'issue de cette maladie, on va dire, s'est finalisée lorsque Rose a eu 6 mois après son opération. Donc je pense qu'à partir de cette date, le 31 août 2014, donc la naissance de ma première fille, il y a 9 ans, et d'autant plus avec l'annonce de son cancer le lendemain, je crois que ça a été vraiment le début de mon réveil en fait. C'est comme si qu'on m'avait mis une bombe dans ma vie pour me réveiller. Enfin, j'étais quelqu'un dans ma vie qui voulait tout maîtriser, tout contrôler, parce que j'avais peur des imprévus, parce que je voulais tout prévoir. Et là, en fait, je crois que c'était
ça pouvait pas être l'imprévu le plus horrible que je puisse vivre, quoi. Très clairement, là, on me disait, Charlotte, faut que tu te laisses porter par d'autres personnes que toi-même, faut faire confiance et, euh, et ne maîtrise rien, tu ne peux rien maîtriser parce que c'est pas elle qui peut, c'est pas toi qui peux la soigner, c'est. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, on t'enlève ton filet de sécurité, quoi, très clairement. Et tu dois te laisser faire et tu dois laisser la vie faire. Et ça, je crois que ça, j'ai pas eu le temps en fait d'assimiler, ça s'est fait tout seul. Et c'est ce qui aujourd'hui m'aide, je pense, 9 ans après, à ne plus être autant dans le contrôle et dans la maîtrise des choses et de la vie en règle générale, et de laisser place au destin en fait, très clairement. Donc déjà ça a été une des leçons positives. Et puis la deuxième leçon de vie que j'en retire de cette étape-là dans ma vie, c'est que j'ai grandi à une vitesse grand V, quoi. Ça a été... j'ai été propulsée dans une maturité. Et à ce moment-là, j'ai perdu mon insouciance. Ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite perçu et dit et verbalisé. C'est que j'avais le sentiment vraiment d'avoir perdu mon insouciance. J'avais plus le goût à rien. Très clairement, rien ne m'amusait. Je me sentais comme éteinte. On avait éteint un bouton, en fait, je pense, à ce moment-là. Mais je prenais pas conscience que quelques années, c'est moi-même que j'allais rallumer. Enfin, c'est tout du moins mon âme, je pense que j'allais rallumer ou tout du moins réveiller. Trois ans après la naissance de Rose, va la naissance de mon deuxième bébé, donc Constance, qui elle est venue vraiment mettre un pansement sur des blessures émotionnelles du passé. Ça a été un peu mon bébé doudou. Je le dis comme ça, mais avec le recul et quand je m'auto-observe, c'est comme ça que j'étais. J'ai été très fusionnelle avec elle. C'est une relation que j'avais pas du tout vécue avec Rose. Et Constance m'a aidée à ça. En plus, elle est venue d'une manière différente, avec un accouchement physiologique, par voix basse. Enfin voilà, c'était... Elle m'a reconnectée à ma maternité. Et ça a été le début aussi de quelque chose de très positif dans ma vie de maman et que j'avais besoin de vivre dans ma maternité. Et puis pendant le Covid, en 2020, j'ai donné naissance à mon troisième enfant, Séraphin, un petit garçon. Donc son prénom est très atypique, peu courant. Il faut savoir qu'on a choisi son prénom avec mon conjoint. En fait, un matin, je me suis réveillée et j'ai dit à mon mari, je dis si on a un petit garçon, il faut l'appeler Séraphin. Et là, il me dit, non mais tu rigoles ou quoi? C'est quoi ce prénom? Je lui ai dit, écoute, on me l'a soufflé cette nuit. Et en fait, il faut savoir, pour celles et ceux qui écoutent, que les âmes qui s'incarnent dans nos futurs bébés, si je peux dire ça comme ça, choisissent leur prénom en venant et ils nous le soufflent à l'oreille en quelque sorte. Et pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, il suffit juste de lire le livre de Daniel Meroy, Les 9 marches, qui est assez magique pour ça. Et donc mon petit Séraphin est arrivé le 20 juillet 2020. Et lui, j'ai senti qu'il était particulier. Déjà, j'étais pas la même maman. C'était mon troisième enfant. Je sentais que depuis Rose, il s'était passé 6 ans. Je commençais vraiment à prendre ma place en tant que femme, en tant qu'adulte, en tant que Charlotte. Et j'étais bien, quoi. J'étais apaisée. Je me sentais sereine. Et ça a été un vrai bonheur, cette troisième maternité. Même s'il faut savoir qu'avant son arrivée, j'ai fait une fausse couche d'un autre petit bébé. Mais je vivais des circonstances familiales qui n'étaient pas faciles. Et voilà, donc Séraphin est venu très très rapidement. Il avait envie de vite venir nous rejoindre. Et puis seulement 6 mois après sa naissance, une copine me parle d'une énergéticienne. Voilà, il faut savoir que moi j'étais quelqu'un qui en avait déjà rencontré avant, pour moi, pour Rose. Enfin, je suis quelqu'un qui était assez ouverte sur toutes ces pratiques alternatives. Il faut savoir aussi que depuis toute petite, je suis quelqu'un d'extrêmement intuitive. Alors je m'en suis rendu compte vraiment
Il a fallu qu'on me le verbalise, ça. Il a fallu qu'on me le fasse conscientiser, notamment lors des premiers rendez-vous avec des énergéticiens que j'ai pu faire en 2018-2019. En fait, c'était tellement naturel pour moi depuis toute petite. Je percevais des choses sur les gens de manière inconsciente. Je me trompais pas sur eux. Il y a des personnes qui ne m'inspiraient pas confiance. Et après, j'avais des preuves que il y avait des raisons. Il y avait des raisons, effectivement. Mais oui, j'étais quelqu'un de très, très, très intuitive. Et le fait d'avoir rencontré des thérapeutes, des énergéticiens, ça m'a fait conscientiser tout ça. Et donc, je pense que après ma nuit noire de l'âme, après ma dépression en 2021, je pense que c'est venu ouvrir pas mal de choses et déployer ces facultés-là. Pendant tout ce réveil spirituel, donc pour ceux qui nous écoutent, un réveil spirituel, c'est très clairement notre âme qui nous pousse à nous réaliser, à être qui l'on est plutôt qu'à faire. Et en fait, j'ai eu vraiment cette sensation de déconstruire toute la personne que j'étais depuis 29 ans. Et ça a été jusqu'à ce jour ce que j'ai eu de plus compliqué à faire. Parce qu'en fait, toutes les croyances dans lesquelles j'ai baigné depuis mon enfance étaient en train de s'effacer, de s'écrouler. Donc je n'avais plus d'appartenance en quelque sorte, je n'avais plus de point de repère. Pour moi, ça n'avait plus aucun sens ce qu'on m'avait dit. Et après, je me suis tournée effectivement dans des lectures, des vidéos qui m'expliquaient plein de choses sur le monde subtil, sur l'univers, sur le fonctionnement. Et en fait, tout me paraissait tellement évident. Mais ce qui est important, c'est que j'ai toujours gardé les pieds sur terre durant toute cette période-là, même si effectivement, je suis quelqu'un qui peut vite partir. Et donc, c'est important vraiment d'avoir de l'ancrage. Et je pense que ma famille, mes enfants, m'ont permis de rester bien ancrée durant toute cette période-là et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et après, il faut savoir que depuis toute petite, j'avais des intuitions très fortes. C'est comme si qu'on me montrait des images dans ma tête, ou qu'on me donnait des mots sous forme de pensées, où j'étais attirée par ce côté guérir les autres, soigner les autres. Alors moi, je pensais à la médecine, le côté sage-femme aussi. Tout cet univers-là me parlait beaucoup, mais j'avais pas du tout envie de faire des études. Je sentais que c'était pas ok pour moi. Donc sur le moment, je me suis dit, c'est que je suis quelqu'un de fainéante. Et puis en fait, non, c'est qu'il y avait vraiment un autre sens du soin qui m'appelait. J'ai un peu étouffé ça en me lançant dans un tout autre domaine, mais qui avait quand même du sens, puisque je me suis lancée pendant 10 ans dans des métiers dans le milieu des ressources humaines. Et puis j'ai rencontré plusieurs thérapeutes qui ne se connaissaient pas entre eux à des échéances... Voilà, avec un certain intervalle entre chaque rendez-vous, et puis chacun me disait « Mais Charlotte, tu as quelque chose. Tu es faite pour soigner les gens, avec l'énergie, avec le magnétisme, tu es faite pour guérir, enfin bref. » Bon, moi j'écoutais ça d'une oreille, j'avais mon libre arbitre aussi dans ce que j'entendais, je prenais pas ça pour argent comptant, même si ça résonnait en moi quand même. Il y avait quelque chose qui vibrait en moi quand on me disait ça. Sans forcément pour se prendre pour le super-héros, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, me mettait du baume au cœur. Et puis je pense pour me rassurer, j'ai fait une initiation à un soin énergétique. Et que j'avais moi-même reçu par un thérapeute, et qui avait été très, très efficace sur moi en tout cas. Et puis en fait c'est là où j'ai pris conscience de mes facultés, de ce qui se passait. Je sentais l'énergie dans mes mains. On m'indiquait dans ma tête comment positionner mes mains sur la personne et à quel endroit, sans que mon mental ne comprenne pourquoi. Parce que moi, si on me faisait comprendre pourquoi avec le mental, il allait trop tourner et il fallait que je... En fait, là, encore une fois, on me demandait de lâcher prise et de me laisser aller, de me laisser guider. Et en fait, au fur et à mesure des rendez-vous, de la pratique sur plusieurs personnes, eh bien, ça s'affine au fur et à mesure. Je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance en moi. Ce manque de légitimité aussi. Le sentiment de ne pas être légitime dans ce que je faisais. Donc tout ça, voilà, il a fallu le travailler
sur plusieurs mois et je le travaille encore, hein, faut pas croire. En janvier 2023, donc c'est tout récent, que j'ai décidé de me lancer dans le monde de l'auto-entrepreneuriat et en tant que thérapeute. Donc je commence en étant sophrologue et puis à côté de ça, énergéticienne. Et les premiers rendez-vous, je me suis vraiment conditionnée à ce qu'on m'a enseigné, à ce qu'on m'a appris, que ce soit du côté sophrologie ou du côté énergétique. Et en fait, en faisant ça, je me suis éloignée en fait de moi-même. Je sentais qu'il manquait un petit truc. Et je sens encore au jour d'aujourd'hui qu'il me manque un petit truc. Donc je suis en train de le travailler, de le chercher et je vais le trouver, je le sais. Et donc là, c'est vrai que ces derniers rendez-vous, je me suis laissée guider et porter par mes intuitions et par mes envies, en y associant les outils que j'avais pu apprendre au travers de la sophrologie, voilà, que je transmets aux gens. Mais à côté de ça, on me pousse et on me guide pour soigner par l'énergétique. Et donc c'est vrai que ces dernières séances, c'est ce que j'ai fait et ça m'a fait plus vibrer qu'avant, quoi. Donc je sens que je tends vers ça, j'essaye de me faire confiance, de faire confiance à mes intuitions, que tout est juste. Et ce qui me rassure, c'est que les gens sentent l'énergie dans leur corps. Et donc là, je me dis, bon, ça va, je suis pas, je suis pas un imposteur. Ce qui se passe, c'est bien réel. Les gens le perçoivent, même ceux qui sont peut-être plus cartésiens que d'autres. Donc voilà, on va voir vers quoi la vie m'emmène, mais en tout cas, je pense que ça va se développer de plus en plus. En tout cas, je le perçois ces derniers mois. Je perçois de plus en plus d'intuitions très précises et de plus en plus utiles. Bon, alors toutes les intuitions sont très utiles, mais tout du moins là maintenant, elles sont extrêmement précises. Enfin, je sens que les énergies globales, que ce soit ici sur Terre, voilà, c'est en train de monter quoi, en vibration. Et donc je pense que on s'ouvre de plus en plus. Ma famille, comment elle a perçu les choses par rapport à mon changement professionnel? Je ne sais pas vraiment, à vrai dire, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas verbalisé ensemble. Entre ce que nous, on perçoit et ce qu'on pense de ce qu'ils pensent, il y a toujours une petite différence. J'ai recherché très longtemps l'approbation de mes parents, de ma famille, pour me légitimiser en fait. Alors qu'il n'y a pas besoin, très clairement il n'y a pas besoin parce que ça met juste un frein à notre élan, à nos projets. Et c'est juste avec nous-mêmes qu'il faut obtenir l'approbation de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'était juste un pur manque de confiance. Et des peurs aussi, beaucoup de peurs. Et certainement des personnes qui me connaissent aussi. Il faut savoir que je vis des journées avec des émotions qui peuvent varier d'un extrême à un autre. Et ça, c'est vraiment depuis que je me suis réveillée spirituellement aussi. C'est que dans une même journée, je peux passer à un état de profonde tristesse et l'après-midi être dans une joie immense. Quelque chose de très lumineux. Et c'est pas facile à vivre parce que c'est très fatigant, physiquement, psychologiquement. Donc faut pas croire, hein. En étant thérapeute, le développement personnel, certes, je l'ai commencé il y a 9 ans. Quantique, on évolue comme ça, là, d'un coup. Et pour ma part, j'ai le sentiment vraiment qu'en 2 ans, ça a été extrêmement vite. Je suis passée d'une vie très tranquille, professionnellement, à un changement radical dans un tout autre domaine. En plus, il faut savoir que je m'étais toujours dit que jamais je ne me mettrais à mon compte, jamais j'aurais mon entreprise. Mais je pense que lorsqu'on a des certitudes, c'est jamais, c'est jamais exact. Bien au contraire, c'est toujours l'inverse qui se produit. Donc en tout cas, c'est mon point de vue, hein, de par mon expérience. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis très fière. Je suis très très fière de m'être lancée. Faut pas croire, hein, c'est pas si facile que ça. Le monde de l'auto-entrepreneuriat, ça se fait pas en un claquement de doigts. Les gens ont le sentiment, à partir du jour où on a installé, que les clients sont en abondance. Eh bien non, ça se passe pas comme ça. J'ai conscience qu'il y a de la place pour tout le monde en tant que thérapeute. J'ai conscience, maintenant avec 5-6 mois de recul, qu'il faut laisser le temps au temps, qu'il faut instaurer une relation de confiance avec les gens, que c'est le bouche à oreille aussi qui fait connaître qui l'on est et nos accompagnements. Et puis je pense que tant que je n'irai pas vers qui je suis vraiment,
Donc en me mettant vraiment à ma place, tant que je n'aurai pas fait ça, ça se débloquera pas à 100%. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je ressens. Il me manque encore un tout petit truc, un tout petit déclic, un petit levier. Et ça, je sais que ça va venir. Depuis toute petite aussi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Alors ça, pareil, je l'ai conscientisé finalement il y a très peu de temps. Bruit. Sensible à la lumière, sensible aux odeurs. J'ai du mal à ce qu'on me touche. Je suis vraiment sensible, même au goût, enfin à tout. Mes 5 sens sont décuplés. Et ça aussi, pour ceux qui écoutent, c'est vraiment très très dur. Très très dur à vivre parfois parce que c'est perçu pour ma part en tout cas comme une agression parfois. Ça, c'est pas toujours compris aussi par les personnes extérieures qui ne connaissent pas ça. Et ça, je l'ai conscientisé il y a seulement quelques mois. Donc au jour d'aujourd'hui, je comprends pourquoi et je l'accueille et je l'accepte surtout. Voir aussi que je suis devenue maman prise parce que il y a eu Rose, il y a eu Constance, il y a eu ce troisième bébé qui n'a vécu que quelques semaines dans mon ventre, et puis après il y a eu Séraphin. Mais si je pourrais imager un petit peu l'effet qu'a eu ces différentes grossesses et surtout la naissance de mes enfants, c'est que j'avais le sentiment que dès qu'il y en avait un qui arrivait, c'est comme si on enlevait comment dire, un masque que je portais ou un voile se levait de nouveau pour de plus en plus révéler la personne que j'étais à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai verbalisé très rapidement. Mon conjoint pourrait le dire. J'avais le sentiment de renaître à moi-même. Il faut savoir que j'ai exercé dans plusieurs entreprises et j'attirais les gens à moi et les gens se confiaient de manière naturelle. Et ça, c'était assez bluffant parce que je leur posais pas forcément de questions sur leur vie privée, intime, mais en tout cas, il y a quelque chose qui faisait que qui se confiait à moi sur des choses très très personnelles, parfois très intimes, dans un contexte qui n'avait pas lieu d'être. Moi, j'étais vraiment dans le milieu des ressources humaines, dans le recrutement, donc les problèmes de couple. J'ai eu affaire lors de mon dernier emploi, avant de me lancer en tant que thérapeute, à une femme qui me disait qu'elle avait vécu des violences conjugales alors qu'on était en entretien de recrutement. Et ça m'arrive tout le temps. Et même dans la rue aussi. On est plein de passants, mais non, c'est vers moi qu'on va venir pour me demander une direction ou autre. Et même les enfants. J'ai remarqué ça lorsque je suis en présence d'un groupe d'enfants et qu'on est plusieurs adultes, les enfants vont se tourner vers moi. Alors que je fais rien de particulier, je leur fais pas de grimaces pour les attirer, ni de blagues, mais des fois j'ai la sensation d'être un aimant. C'est quelque chose qui se fait depuis, je pense, depuis que je suis adolescente. Et même avec des adultes qui étaient bien plus vieux que moi. Et donc là aussi, quand j'ai conscientisé ce côté aimant, et c'est vrai qu'en ayant rencontré d'autres thérapeutes, on m'a fait prendre conscience que j'avais un rôle à jouer et qui plus est, lors des échanges que j'avais avec tous ces gens-là, à chaque fois c'est comme si j'étais guidée par une petite voix intérieure. Maintenant je sais ce que c'est, mais j'étais guidée et on me faisait sortir, on me faisait verbaliser les bons mots et qui à chaque fois touchaient la personne qui avait en face, ou en tout cas avait un impact positif derrière. C'est assez magique quand on y pense. Et donc c'est pour ça tout naturellement en fait cette idée de rendre concret les choses dans l'accompagnement aux autres, dans l'aide aux autres, surtout lorsqu'ils sont dans des périodes un peu transitoires dans leur vie, que ce soit personnellement ou professionnellement. J'ai remarqué avec le recul ces dernières années que on a mis sur mon chemin des personnes avec des vécus personnels et professionnels pas toujours simples. Et qui, quelques mois après m'avoir rencontrée et suite à des discussions qu'on a eues, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui ose dire les choses. J'essaye d'y mettre la forme, parfois ça sort vraiment de manière naturelle. Mais en tout cas, je pense que derrière, c'est fait aussi pour percuter chez la personne qui se trouve en face de moi, pour la réveiller aussi. Et pour qu'elle passe à l'action, pour qu'elle retrouve le chemin de son bien-être, quoi.
pour en revenir à ce réveil spirituel, à cette nuit noire de l'âme, c'est comme si je conscientisais tout ce qui se passait dans notre monde et qui n'était pas uniquement celui que l'on perçoit avec ses yeux, mais qui avait un grand tout. Et en fait, tout prenait sens. Tout prenait sens dans ma tête, dans mon cœur. Je recevais pas mal d'informations, c'est très bouleversant hein, de vivre ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui l'ont déjà vécu, se reconnaîtront dans ce que je raconte. Il faut savoir que des nuits noires de l'âme, on peut en faire plusieurs dans sa vie, qu'elles soient plus ou moins longues. Et elles sont là à chaque fois pour réveiller une partie de nous-mêmes qui ne demande qu'à surgir en fait, qu'à s'exprimer. Aujourd'hui, ça peut paraître complètement dingue de dire ça, mais je remercie quand même la vie en fait de m'avoir fait vivre cette expérience il y a 9 ans, parce que sans cette expérience-là, je n'en serais pas là aujourd'hui et j'aurais jamais eu tous ces échanges. Rien que pour ça, je me dis que le destin est déjà un peu tout tracé. Encore une fois, on a notre libre arbitre parfois pour vivre certaines situations. Donc c'est pour ça, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont vécu ou vivent des moments compliqués dans leur vie, qui sur le moment se sentent complètement accablés et mis à terre, il faut savoir que c'est une opportunité que la vie nous propose de nous transformer, d'aller puiser des ressources à l'intérieur de nous dont on ne soupçonne même pas l'existence, mais que chaque être humain, que chaque âme a au plus profond de lui. Et donc c'est vraiment un message de positif et d'espoir, voilà, que je souhaite véhiculer. Je ne me suis pas sentie maman tout de suite dès la naissance de ma fille Rose. Je ne fais pas partie de ces mamans qui ont eu ce déclic maternel dès la première minute, dès la première seconde où elles ont vu leur bébé. Non, moi ça n'a pas été mon cas, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure des jours. L'instinct maternel, en revanche, je l'avais, il n'y avait pas de souci, mais je me suis pas sentie être une maman, en fait. Ça peut être contradictoire, la manière dont je l'explique, mais c'est comme ça que je le ressens. Et en témoignant en ce sens-là, je voudrais vraiment rassurer aussi toutes les mamans ou les futures mamans qui n'ont pas forcément eu ce déclic dès la première seconde en voyant leur bébé, que c'est ok aussi en fait, et qu'on devient maman avec le temps, et que c'est très chouette aussi. Mais ça, je l'ai conscientisé vraiment quelques années plus tard. Il y a quelque chose qui peut être assez surprenant aussi pour ceux qui vont écouter, c'est que lorsqu'on m'a indiqué le diagnostic du cancer de Rose, dans les heures ou les jours qui ont suivi, et même les mois et même quelques années après, je suis jamais passée par cette étape où je me suis dit c'est de ma faute. Cette étape de culpabilité. En fait, pas du tout. Il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait il fallait qu'elle vive ça, il fallait que l'on vive ça. En fait, c'est le destin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai verbalisé aussi à certaines personnes de mon entourage. Peut-être qu'elles se reconnaîtront, mais c'est quelque chose que j'ai perçu mais intuitivement, comme si on me donnait des indices en fait sur ce qu'on était en train de vivre. Alors comment je vois la suite des choses ? Très bonne question. Je pense que je la visualise pas en fait. Je vais vivre des expériences, je vais tester des choses, je vais les ajuster et puis je vais me laisser porter aussi par ce qui se présentera à moi, par les nouvelles rencontres aussi que je vais faire. Et puis je pense que rien ne reste figé, que tout évolue, donc je laisse place au destin, tout en ayant effectivement mon libre arbitre et des choix à faire. Mais je laisse place à la surprise de la vie, quoi.